Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy. Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées Et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. On te souhaite une bonne écoute. Une très bonne écoute. Bonjour à tous Coucou. et bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Alors je vous pose un peu le décor. Nous sommes dans un café parisien en compagnie d'une invitée qui nous est très chère et qu'on est hyper heureux de recevoir. Donc on est en compagnie de Violaine de Philippis Abbat. Bonjour. Merci de me recevoir sur le podcast. Je suis hyper contente aussi. Écoute, vraiment un grand plaisir partagé. On est très heureux. Violaine, est-ce que peut-être tu peux te présenter à nous tous ? Cette question, on la pose souvent et à la fois, on ne sait jamais, en tout cas un peu concernant, je me demande toujours comment me présenter finalement. Donc je m'appelle Violaine, j'ai 35 ans, je suis avocate depuis 10 ans. Okay. Je suis militante féministe et j'ai écrit Classe et sans suite aux éditions Payot. J'ai plusieurs activités, je suis bénévole pour plusieurs associations et je suis aussi étudiante en philo. Rien que ça. Ça marche. Et tu as encore le temps de venir faire un épisode de podcast. Je suis ravie de vous rencontrer, j'aime beaucoup vos travaux. Je trouve qu'on manque Merci de psy beaucoup. spécialisés sur les TSPT, la mémoire traumatique, etc. Donc pour moi aussi, c'est une rencontre dont je suis très, très heureuse. Vraiment enchanté, on est très, très heureux. Et effectivement, donc du coup, tu as plein de casquettes. Et puis, nous, pareil, on était contents de pouvoir rencontrer une personne qui était dans le milieu juridique, du coup, avocate, et qui soit engagée sur ces questions hyper importantes et dont enfin on parle. Et justement, ça va nous permettre de poser énormément de questions sur qu'est-ce qui se passe du coup quand on a été victime et qu'est-ce qui se passe du coup quand on va passer la barrière du juridique, se dit comme ça, je sais pas. Oui, on peut dire comme ça, tout à fait. Ouais. C'est ce qu'on disait juste avant de commencer, quoi. On reçoit des victimes de violences sexuelles, de violences masculines de façon générale. Et il y a toujours cette question de la plainte. Est-ce que on va porter plainte ? C'est vrai qu'au départ, on était plus dans un truc de on va pousser la plainte, etc. Et aujourd'hui, vu l'état actuel de la justice, des moyens qui sont donnés, etc., la question, elle est pas aussi évidente. Et du coup, toi, tu éclairerais comment cette question ? Je pense qu'en fait, j'ai eu le même cheminement que vous, c'est-à-dire que il y a quelques années, en tout cas quand j'ai commencé ma profession, j'avais encore confiance dans le système judiciaire, bien sûr. Donc, ça me semblait être la suite logique, en fait, de conseiller de déposer plainte quand on avait une femme qui nous expliquait qu'elle avait été victime. Et puis, petit à petit, je me suis aperçue qu'en fait, ça se passait pas bien du tout, la procédure, puisque beaucoup de classements, un mauvais accueil, des questions qui sont pas du tout adaptées au niveau des auditions. Du coup, un parcours de la combattante finalement très traumatisant pour les victimes qui n'ont pas besoin de ça en fait, c'est-à-dire cette sensation, enfin c'est pas qu'une sensation, cette nécessité de devoir lutter contre le système quand on est déjà victime, ça devrait pas être le cas. Je dis souvent, je crois que c'est plutôt, enfin ce serait à la justice de porter les victimes et pas aux victimes de porter le système en essayant justement de le dénoncer en fait pour qu'il change. Donc en fait aujourd'hui, quand une femme, qu'elle me parle de son agression, donc je tiens une permanence le mercredi qui me permet aussi d'accueillir la parole de plusieurs femmes, que je peux pas assister toutes, donc c'est aussi une permanence qui sert à rediriger vers des consoeurs ou des confrères compétents formés, et le cas échéant aussi sur des suivis psy avec des personnes formées. C'est en partenariat avec une association. Et donc, en général, je dis, en tout cas, vous pouvez déposer plainte, c'est pas une obligation. Si vous envisagez de le faire, déjà, c'est très courageux. Maintenant, il faut y être préparé, donc il faut savoir comment ça va se passer. Et j'essaie de sensibiliser sur le fait que, en gros, la violence de la procédure n'est pas engendrée par la victime, et que en aucun cas elle n'est responsable de la façon dont elle va être traitée en fait, ou finalement cette forme aussi de violence administrative, ne serait-ce que ça, de pas avoir de nouvelles de sa plainte après l'avoir déposée pendant des mois. Donc de sensibiliser sur ça. Et puis souvent j'invite à discuter avec le ou la psy en disant n'hésitez pas à en parler avec votre psychologue pour voir ce que vous recherchez dans la procédure judiciaire
Et je pense qu'elle ou il sera aussi vous guider pour vous dire si c'est adapté à votre besoin. Parce que y a des femmes pour qui c'est vraiment très important de déposer plainte, par exemple, pour participer à sortir de l'invisibilisation les violences. Donc en fait, rentrer dans les statistiques, c'est aussi une forme de geste citoyen, puisque ensuite ça va dans les stats de la police et donc ça donne cette augmentation finalement des plaintes. Si par exemple la motivation première c'est d'obtenir une condamnation, que absolument c'est la condamnation qui est recherchée, ce que je comprends parfaitement bien sûr, bah, à ce moment-là je dis bon, en tout cas si ça n'arrive pas, vu les statistiques ce sera pas votre faute et surtout ça voudra pas dire que ça ne vous est pas arrivé. Et donc c'est sensibilité là-dessus, c'est de dire si votre dossier est classé, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas victime, ça veut souvent dire que en fait l'enquête n'a pas abouti à rassembler assez de preuves, souvent parce que les enquêtes ne sont pas assez poussées. Donc il n'y a pas assez d'actes d'investigation. Donc si on ne cherche pas les preuves, on peut ne pas, on ne va pas les trouver. D'accord. Donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va en justice et il n'y a pas les enquêtes qui sont poussées. C'est ce que en fait, c'est vrai que dans beaucoup de dossiers, il n'y a pas assez d'actes d'investigation, même quand ils ne sont pas classés. Là, par exemple, j'assiste une femme dans un dossier de viol collectif et l'enquête d'environnement, c'est-à-dire l'audition de l'entourage, qui normalement devrait être très complète. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait eu quand même le plus de personnes possibles auditionnées. Donc nous, on avait fourni une liste. Et après avoir fourni la liste, plusieurs mois après, la plupart des personnes ont été appelées juste une seule fois. Donc on leur avait dit vous allez être contacté par le poste le plus proche de chez vous pour venir être auditionné proche de votre domicile, et après c'est tout, on les a pas rappelés, ce qui fait qu'on se retrouve avec une enquête d'environnement partielle, bien que voilà, après on peut écrire au juge d'instruction, on est 2 avocats dans ce dossier, donc on est fortement mobilisés, mais en fait nous ce qu'on va dire au juge d'instruction, c'est des recommandations. On marche aussi sur des œufs, comme on dit. C'est-à-dire que je pense que nous en tant qu'avocate engagée, il faut le faire. C'est-à-dire que bon, quand on voit ça, il faut quand même le dire. Mais en même temps, il faut le dire d'une certaine façon parce que ça peut être contre-productif. Ça peut aussi braquer l'enquête et donc de jongler avec les égos de chacun. Alors que ça devrait pas être une question, bien sûr, dans ces dossiers. Mais donc tout ça est compliqué. Et en fait, une des choses qui me semblerait primordiale, c'est de dire, voilà, dans chaque dossier, il y a tel acte, tel acte, tel acte et tel acte qui sont au minimum réalisés avant un classement. Et aujourd'hui, c'est pas forcément le cas puisqu'il n'y a pas de loi qui oblige les parquets à faire un minimum d'enquête. C'est la discrétion des parquets. Mais donc, comme il manque de budget, ils priorisent. Comme ils priorisent, bah, ça veut dire qu'il y en a qui sont moins investigués. Et par exemple, je donne souvent l'exemple de la plainte de Charlotte Arnoux contre Gérard Depardieu. Dans un premier temps, elle avait été classée sans suite. Et donc, elle a contesté le classement pour. Elle s'est constituée partie civile pour faire redémarrer l'enquête. Il faut savoir que quand on se constitue partie civile, il faut provisionner une somme d'argent et qu'elle a été donc réouverte l'enquête. Que Mediapart ensuite a sorti son enquête. Mais donc, ça veut dire que ce que Mediapart avait trouvé, en fait, l'État aurait dû le trouver dès la première plainte. Vous voyez donc, on voit qu'il y a des enquêtes sous-dotées. Ça manque de moyens humains, ça manque de moyens financiers. C'est fou ce que tu racontes, c'est que pour moi c'était un truc un peu procéduralisé. Il y a une plainte, on fait toujours la même chose et il n'y a pas de hiérarchie. Et voilà. Égaux en droit, quoi. Pas tellement en fait, il n'y a pas une procédure spécifique qui est mise en place. En fait, il y a une procédure spécifique, oui. Maintenant, ça ne tient pas sur on va dire le contenu des actes d'investigation, on relève vraiment du libre arbitre en fait, par exemple du procureur ou du juge d'instruction. Donc vous déposez plainte, ça c'est formalisé, la procédure du dépôt de plainte, elle est pour tout le monde pareil. Mais ensuite, ce qui va être décidé en termes d'actes d'enquête, ça dépend des dossiers. Il y a encore des dossiers où parfois il y a des mois qui se passent avant que l'homme accusé, visé dans la plainte soit auditionné. Alors que normalement, on pourrait espérer qu'il soit auditionné assez rapidement. Et là, en fait, il y a une évaluation qui est faite sur le niveau de dangerosité. Et donc, si on estime que c'est particulièrement dangereux, eh bien, il va être auditionné plus vite. Et sinon, non. Alors, je comprends bien qu'il y a des manques de budget, que c'est pour ça qu'on les parquets priorisent. Mais on voit bien qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, systématiquement, quand une femme vient déposer plainte pour violence, peu importe la nature de la violence, en fait, on devrait auditionner l'homme dans les jours qui arrivent. Et pas 3, 4 mois, 5 mois, voire jamais après. Et là, il faut une enveloppe budgétaire, il faut une volonté politique forte. Et voilà. Toujours pareil. J'avais conscience effectivement que c'était problématique ce fonctionnement, mais je me rendais pas compte à ce point-là aussi de la défaillance, parce que du coup ça laisse énormément de biais humains entrer dans les procédures et commencer les représentations
sur les violences faites aux femmes comme elles sont. C'est fou. Mais du coup, ça fait du droit en fonction des croyances de chacun aussi, en fait. Tout à fait, et c'est en ça que je pense que ce serait indispensable d'avoir des formations assez lourdes en formation initiale, mais aussi continue tout au long de la carrière pour les forces de police, mais aussi pour tous les acteurs judiciaires qui sont en contact avec les victimes, parce que oui, un ou une procureure est nécessairement un être humain avant d'être procureur ou juge d'instruction, et donc en fait, la façon d'appréhender le dossier, forcément, il y a ses biais. Et pour essayer de s'abstraire de ces biais, encore faut-il en être conscient. Et ça, parfois, c'est difficile, ce qui amène à considérer qu'une agression est pas si grave dans certains cas, qu'il y aurait un profil de l'agresseur, de manière tellement intériorisée que c'est pas nécessairement volontaire. Par contre, il y a des fois, oui, c'est volontaire, je pense. Typiquement, là, il y a quelques semaines, une femme m'expliquait à la permanence d'accueil que je tiens donc que quand elle avait déposé plainte, le policier lui avait demandé, alors qu'elle était là pour viol, si elle avait pris du plaisir pendant l'acte. Bon, là, je pense qu'il l'a quand même verbalisé de manière assez claire et explicite pour être conscient que. Enfin, d'ailleurs, je sais pas, je suis pas psy, vous en pensez quoi, vous? Encore une fois, je comprends pas pourquoi on pose ce genre de questions. Non, mais en fait. Quel est l'intérêt dans un dépôt de plainte? Ouais, c'est ça. Dans l'idée d'aller accès à la justice, quel intérêt? Au niveau de la justice, vraiment rien, aucun sur le dossier. Alors, mais il faut en plus. C'est compliqué parce que cette question-là, elle soit abordée en psychothérapie, je la comprends parce que. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est hyper important s'il y a des victimes qui nous écoutent. Il est possible de ressentir du plaisir pendant un acte de viol. Pourquoi ? Parce que le corps, c'est une machine et que si tu appuies sur les bons boutons, tu peux lubrifier, tu peux ressentir des sensations. Ça ne veut pas dire que c'était consenti, ça ne veut pas dire que ça enlève le côté viol. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de culpabilité qui peuvent découler de ça et de honte de « ouais mais si j'ai ressenti du plaisir, est-ce que ça veut dire que du coup j'étais consentante ?» Non. De toute façon, globalement, un rapport sexuel qui se passe bien, ce n'est jamais un rapport sexuel qui découle sur un stress post-traumatique ou au moins un trauma. Enfin juste en remettant les choses en place. Et d'ailleurs, j'avais lu que dans 8 cas sur 10 après un viol, voire 9, il y avait un TSPD, donc un trouble de stress post-traumatique. Ça, c'est des stats que vous confirmez en fait, ce qui se passe, donc une agression sexuelle est l'attaque la plus à risque pour développer un stress post-traumatique. Toute personne qui a vécu un acte traumatisant ne développera pas un stress post-traumatique, mais on a plus de chances d'en développer un déjà quand c'est une attaque, un abus sexuel. Alors les chiffres, je les ai pas, mais je crois que l'étude que j'avais regardée, c'est à peu près 84% des personnes vont relater dans les premiers jours des symptômes donc de stress aigu ou compatibles avec un stress post-traumatique. Ensuite, ça va se diminuer avec le temps. Et il y a quand même, donc suivant les chiffres, mais au plus haut, au moins 20% de personnes qui vont développer un stress post-traumatique. Ce qui est énorme. Ça veut dire sur le long terme. Ouais, donc c'est 2-3 mois après. D'accord, qui reste. Où là, les symptômes vont persister et évoluer vers un stress post-traumatique chronique. Oui, chronique, ça dépend de la régularité. Enfin, la régularité est propre à chacun. Ça, ouais. Après, on n'est pas. En fait, il y a plein de choses qui vont jouer dessus. Grosso modo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de toute façon, agression sexuelle, viol, etc., c'est de toute façon considéré comme étant un traumatisme. C'est juste qu'il n'y a pas de. Dans tous les cas, c'est un traumatisme. Mais d'un traumatisme, on peut en avoir des séquelles morales, ça va avoir un impact, mais toutes les personnes ayant vécu un trauma ne vont pas déclencher de stress post-traumatique. Par contre, un trauma, ça fait des séquelles dans tous les cas. Ça veut dire que 100% des victimes de violences sexuelles ont des séquelles, vont avoir des séquelles de ce qu'elles ont vécu. Par contre, elles ne vont pas toutes déclencher de stress post-traumatique. Mais c'est important de rappeler qu'en fait, stress post-traumatique ou pas c'est l'acte qu'on condamne, c'est pas les conséquences oui, bien sûr, de ce qui s'est passé. D'un point de vue juridique, d'ailleurs, c'est aussi important parce que le fait générateur et donc l'agression ou le viol est distinct des conséquences. C'est-à-dire que c'est pas parce que une personne on sait à quel point parfois ça peut être de la dissociation. Donc une personne va dire que bon, en fait, là pour le moment elle se sent bien. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu une agression ou un viol. Complètement. Et ça, dans les dossiers de violence, c'est vrai que il y a encore un regard suspicieux sur les victimes en audition, parfois même dans les rapports psy, avec cette idée que si la victime correspond pas au profil de ce qui est attendu d'une victime, donc en fait des grosses conséquences visibles, immédiates, conscientes, alors il y a des chances qu'elle mente. Et ça, c'est méconnaître totalement justement les mécanismes psy qui sont à l'heure. C'est des notions qui sont pas faciles à aborder justement parce que on essaie de faire attention, mais c'est hyper important de connaître ces faits-là
parce que sinon ça va aussi avoir un impact dans la prise en charge et dans la justice en fait. Oui, et puis en plus, partir du principe, de nouveau aller rencontrer les victimes en essayant de ne pas prouver qu'elles mentent, c'est déjà partir du principe qu'elles mentent. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un truc de bon, allez, elle ment à quel niveau en fait ? À quel niveau ? Alors qu'on sait en fait que les gens qui témoignent, il y a très peu de... C'est tellement faible. On peut partir du principe que les gens qui relatent des souvenirs, des témoignages, etc., ce sont la vérité. C'est très très rare quand ce sont des faux souvenirs et ça s'explique. Les cas de mensonges de victimes, là pour le coup, c'est pas moi qui ai les stats, mais c'est extrêmement rare. Je veux dire, même quand il y a des confusions, et encore, ça dépend de comment aussi est recueilli le discours, parce que la façon dont les discours sont recueillis, ça va influencer la parole de la victime. Mais même quand il y a des incohérences, même quand il y a des doutes ou des choses qui n'ont pas bien été encodées, tout ça, il n'y a pas mensonge en fait. C'est vraiment des conséquences du psychotraumatisme en fait. Donc, mais c'est que juste qu'une fois de plus, on est sur un biais. En fait, on est dans de la confirmation de biais. C'est-à-dire, je pars du principe que les femmes sont des menteuses. En gros, c'est un peu l'idée, quoi. Qu'elles exagèrent, qu'elles sont hystériques, que tout ça. Et donc, au lieu d'aller chercher les preuves qui me montrent que il y a eu quelque chose et qu'elle est victime, je vais chercher les preuves qui vont me montrer que là, il y a du mensonge. C'est pas le même travail, je pense. Et c'est vrai que les enquêtes, selon les domaines, du coup, sont plus ou moins poussées. J'étais littéralement hier en Belgique et avant-hier soir, j'ai vu une pièce qui s'appelle Classement sans suite, qui a été faite notamment par une de mes consoeurs qui s'appelle Caroline Poiré, et qui donc explique que en Belgique aussi, elle trouve que les dossiers de trafic de stupes sont beaucoup plus investigués et que immédiatement il y a beaucoup plus de moyens déployés pour chercher, pour trouver les preuves, alors que dans ces dossiers de violences faites aux femmes, elle a beaucoup moins d'actes d'enquête. Et ce constat-là, il est fait aussi par beaucoup d'avocats et d'avocates en France qui font à la fois des stupes et des violences faites aux femmes, qui m'ont dit ça. Moi, je fais pas de trafic de stupes dans mes dossiers, donc je suis pas l'avocate de trafic de stupes, donc je peux pas établir cette comparaison. D'accord. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir ces retours de personnes qui voient ces deux domaines-là et qui me disent, mais en fait, il y a beaucoup plus d'actes d'enquête dans les dossiers de trafic de stupes. Donc on voit que quand il y a une volonté pénale politique derrière, on trouve toujours les moyens pour investiguer. Et donc ça rejoint complètement ce que tu disais, cette idée que en fait, elle exagère, quoi. C'est pas une vraie agression. Et puis voilà, et même au niveau des expertises psychologiques, judiciaires, etc., on voit qu'il y a une méconnaissance de nos fameux experts. Souvent mal formés, du coup, traités en informatique. Hyper mal formés, ouais, et puis qui partent sur des pistes qui sont pas les bonnes et avec des croyances très patriarcales bien ancrées, et donc j'ai une question d'ailleurs pour vous. Vous pensez quoi parce que dans certains dossiers, et c'est aussi des choses qu'ils disent à l'oral, dans les rapports psy d'experts, il y a marqué contexte de conjugopathie. Et alors ça me révolte parce que c'est cette idée que en fait, pour décrire l'environnement dans lequel s'est déroulée l'agression, ils utilisent ce mot comme si en fait le couple générait une forme de maladie quasiment automatique. Enfin, je veux dire, on pourrait comprendre, ce serait pas des vraies agressions. Et il me marque ça dans les dossiers des fois. Et ce mot conjugopathie, ça vous évoque quoi ? Alors moi, la seule fois où j'ai entendu parler dans mes études conjugopathie, c'est parce que j'ai une formation pour les personnes âgées et où on peut retrouver des faits. En fait, là, je suis en train de réfléchir, c'est vraiment une façon de comment on l'interprète. Ouais, moi je te dis pas grand-chose, mais pas grand-chose dans le mot conjugopathie. Ça m'évoque quelque chose, mais en fait pas grand-chose parce que dans ce contexte-là, la violence, c'est pas on s'en fout. Enfin, tu vois, genre quel que soit le contexte, vu qu'il y a genre zéro justification à la violence, en fait. Conjugopathie ou pas, enfin genre je veux dire, il y a rien qui à un moment donné te donne le droit de violer une femme ou de... Ouais, c'est ça. Et je me souviendrai toujours de mon professeur qui m'avait dit ça en disant, souvent c'est marqué aussi dans les dossiers à l'EHPAD, donc où on voit souvent, donc c'est les maris qui rentrent en EHPAD et on marque conjugopathie parce que c'est des personnes qui ont des bleus, des choses comme ça, et où on soupçonne du coup sa femme. D'accord. Et au lieu de marquer agression, il marque ça, c'est dingue. Hein, mais en fait, pareil, c'est une question de biais parce que quand on va questionner en fait ce qui se passe, c'est que c'était un mari violent toute sa vie. Et que la personne n'a pas envie de s'occuper de son mari violent. Et donc, il va y avoir une espèce d'envie de
de le laisser être occupé par quelqu'un d'autre et de souffler. Derrière ce genre de terme, il faut aller vraiment comprendre ce qu'il y avait, quelle dynamique dans le couple. Et en fait, ça veut tout rien dire. Voilà, c'est-à-dire que on part du principe que la conjugopathie, donc du coup, il y a quelque chose qui fait que dans le couple, il y a de la violence. Ok, d'accord. Mais en fait. Et puis voilà, c'est le risque, c'est aussi de partir du principe que, en tout cas pour une femme, que en gros. S'il y a eu des violences, c'est aussi parce que peut-être il y a des choses qu'elle a pu faire qui a. C'est un peu cette idée qu'elle aurait cherché. C'est pour ça que ça me gêne. C'est ça qui est gênant en fait dans ces idées-là, c'est que poser un terme comme ça sans avoir une évaluation de ce qui se passe, c'est ça. Et puis quoi qu'il arrive, rien ne légitime la violence. Parce que en fait, j'ai envie de te dire, mais vraiment, alors là, c'est dans l'imaginaire, hein, mais admettons, tu vois, admettons, t'es avec une meuf et que la meuf a des actes elle-même violents et que elle fait des choses qui sont pas ok. Admettons. En fait, si t'as un mec bien, tu lui dis ça ne me convient pas et tu t'en vas. Oui, c'est ça. Voilà, fin de l'histoire. On rentre pas dans un cercle d'agressivité et effectivement, il y a rien qui justifie d'arriver à perpétrer des agressions, des viols sur les femmes. Enfin, je veux dire, donc oui, moi ce terme me dérange profondément sur le fait que ils sont encore utilisés en justice par des professionnels psy dans des rapports et puis à la barre aussi par les avocats de la défense qui du coup se servent aussi de ces rapports pour appuyer leur défense. C'est ça. Donc c'est sûr que pour rebondir sur ce qu'on disait d'ailleurs au début, c'est là qu'on voit que conseiller le dépôt de plainte, c'est parfois compliqué, en tout cas quand on le conseille, je pense que c'est plus de l'accompagnement. Oui. C'est une décision, je pense, qui vient de la femme concernée. Dans la mesure du possible, c'est à elle de la prendre, parce que parfois l'entourage aussi pousse à le faire ou à pas le faire. Donc, et en tant que professionnel, je pousse pas non plus à ne pas le faire ou à le faire. En fait, j'essaye d'expliquer les tenants et les aboutissants des deux décisions. Donc, si vous décidez de le faire, voilà comment ça va se passer. Et comment il faut s'y préparer et les chances que ça aboutisse ou plutôt que ça n'aboutisse pas, etc. Et si vous décidez de pas le faire, la prescription, ce que c'est. Vous n'aurez pas de reconnaissance de statut judiciaire de victime, ce que ça peut impliquer en termes de psychologie, en parler avec le psy, etc. Mais j'essaie dans la mesure du possible, de pas orienter le choix. Voilà, oui, tu restes factuel. C'est ce qu'on le parti pris comprend aujourd'hui, effectivement. C'est de poser la question, parce qu'effectivement, comme tu disais, il y a des personnes pour qui ça va vraiment être important de le faire et ça va participer du processus de guérison. Pour d'autres, pas du tout. Et je trouvais ça hyper chouette qu'il disait ça aussi, parce qu'il peut y avoir cette culpabilité de se dire je ne porte pas de plainte, et donc, mais en fait, c'est bon, en fait, vous avez déjà assez souffert. C'est à vous de prendre cette décision et à vous de voir en fait ce que vous souhaitez faire par la suite. En fait. Tu vois, moi j'ai déjà reçu des victimes qui changent d'avis au cours, dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire. Oui, je sais le temps aussi. Par exemple, je vais porter plainte parce que ça va me faire du bien, et puis au final, la psychothérapie fait du bien, vient réparer certaines choses, apporter une reconnaissance, et donc elles ne ressentent plus le besoin, elles n'ont plus envie de se confronter en fait dans le judiciaire à tout ça. Et à l'inverse, des femmes qui n'étaient pas prêtes à porter plainte et qui se sentent beaucoup plus armées en fait après la psychothérapie pour le faire. Et dans ce cas-là, on accompagne à nouveau différemment. Et donc vraiment, c'est ce droit aussi de le faire quand on se sent prêt à le faire, le droit de changer d'avis, le droit clairement de faire ce qu'on veut avec son histoire. Mais oui, en fait, c'est un cheminement personnel. Et c'est vrai que je crois que le volet de l'accompagnement psy est hyper important. En tout cas, autant j'essaie de pas orienter sur je respecte le choix de porter plainte ou de pas porter plainte, et j'essaie d'exposer les tenants et les aboutissants. Autant sur le volet psy, j'avoue que j'essaie de pousser quand même au suivi, c'est-à-dire que après je respecte bien sûr la décision de chacune, mais je vais quand même dire c'est mieux d'être suivi. Ça c'est là-dessus je suis engagée clairement. Je dirais jamais à une femme non, c'est pas si important que ça d'être suivi. Enfin, pour moi c'est de la même façon que en cas de dépôt de plainte, je dis c'est important d'être accompagné. Alors qu'on entend souvent aussi oh non, l'avocat au dépôt de plainte c'est pas si important que ça, alors que pour moi c'est vraiment primordial quand on peut être accompagné de le faire. Et ça, du coup, si vous vous reconnaissez un peu dedans, vous aurez l'épisode sur le stress post-traumatique qui arrive et sur lequel vous pouvez juste écouter. Avant. Et donc, écoutez-le pour avoir de l'info sur ce que c'est. J'aurais l'écouter aussi. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous devez avoir une information en tête, c'est que le stress post-traumatique, s'il y a bien un stress post-traumatique, ça va évoluer de manière chronique. Et malheureusement, le temps ne fera rien à ça. Et c'est vraiment à l'aide d'une prise en charge
que les choses vont Oui, Ça parce peut que- le faire disparaître complètement, la prise en charge. La prise en charge, Ouais. Ouais, on peut guérir d'un stress post-traumatique. Ça, voilà, On peut si on vous a guérir. diagnostiqué ça, on peut Dans guérir. le stress post-traumatique, on prend vraiment en charge la peur. C'est vraiment l'émotion qui est prise en charge. Mais même sans stress post-traumatique, s'il y a eu un traumatisme, donc c'est-à-dire un événement jugé traumatisant, donc comme le sont les violences sexuelles, on peut aussi aller prendre en charge d'autres émotions. La culpabilité, la honte, c'est des émotions qu'on peut prendre en charge. Du coup, c'est pas la même prise en charge que le stress post-traumatique, mais c'est des émotions qu'on peut tout à fait prendre en charge alors qu'il n'y a pas de symptômes de TSPT associés. C'est Quoi. vrai que dans le cadre d'une procédure judiciaire, comme il y a quand même des étapes qui sont très difficiles à Ouais, bien vivre, sûr. le fait d'être suivi, ça permet aussi de peut-être mieux gérer les moments où des émotions peuvent rejaillir parce que ça fait écho à l'agression et qu'on se sent complètement envahi par des émotions qui n'ont rien dans le présent, n'ont pas forcément à voir avec la scène qui est en train de se dérouler, mais comme la scène va rappeler des choses de l'agression, ça va se réactiver de façon parfois très violente. Quoi. C'est Donc, ça. je pense vraiment que le travail en tant qu'avocate, je trouve que le travail des psys, c'est vraiment quelque chose qui est à allier et que c'est en complètement. fait Une qu'on fait co-construction, équipe, quoi. ouais. Ouais, tout à fait. Tu parlais du coup de la prise en charge de la honte et des culpabilités. Et ça, justement, là, pour le coup, ton travail de militante, ça nous aide énormément, nous aussi, en tant que thérapeute, parce que ce qui fait que la honte et la culpabilité soient aussi prégnantes, c'est aussi tout le discours qu'a la société et la culture du viol sur les victimes. Et c'est aussi un appui riche que de pouvoir avoir des personnes qui viennent faire changer cette honte de camp. Peut-être aussi faire changer l'image du mot victime. Ouais. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, forcément, sur le plan judiciaire, les acteurs judiciaires sont des êtres humains, donc ils ont ces biais, ils ont des stéréotypes dans leur tête quand ils traitent les dossiers. Mais au-delà de la procédure judiciaire, dans la société, il y a toujours une certaine idée de ce que serait une victime. Comment est-ce qu'elle devrait réagir Est-ce qu'elle doit avoir l'air triste? Oui, mais pas trop. Oui, C'est tout ça. Qu'elle semble abattue, complètement détruite. Abattue. Et ça, c'est terrible parce que je me souviens, peut-être il y a 15 jours, je parlais avec une femme qui est donc médecin et qui a été agressée. Et elle me disait qu'en fait, par son statut, son entourage avait encore plus de mal à la croire, ou elle se sentait moins bien accompagnée aussi par les personnels de justice qu'elle avait pu croiser dans le cadre de son dépôt de plainte. Parce qu'il y avait cette idée que vous êtes médecin, donc vous auriez dû vous rendre compte qu'il y avait un problème, quoi. Voilà. Et ça, c'est horrible parce que c'est encore une forme de double peine d'une certaine façon. Et donc, il n'y a pas de CSP, il n'y a pas de milieux sociaux pour les agressions. Et puis, par ailleurs, il y a aussi une vie après les agressions. Et je crois qu'il y a des femmes aussi qui n'ont pas envie forcément de parler parce qu'elles ont peur qu'on les ramène toute leur vie à leur viol ou à leur agression. Ouais. Et ça, c'est aussi difficile parce que être regardée par les autres comme la fille qui a été agressée, la fille qui a été violée, bon, au bout d'un moment c'est pesant parce que on a aussi envie de passer à autre chose, quoi. Bien sûr, parce que oui, complètement, parce que l'idée c'est que ça ne prenne pas part d'une identité, c'est quelque chose qui nous est arrivé. C'est pas quelque chose qu'on a décidé de se coller exactement, sur. en plus. Ce n'est pas, tu n'es pas que ça. Enfin, voilà, ça t'est arrivé, c'est quelque chose que tu as subi, mais ça ne te définit pas en tant que tel. Voilà quoi. Pareil, et dans les deux cas, parce que vraiment il y a tous les cas possibles inimaginables, il y a des personnes qui vont avoir besoin de cette reconnaissance du statut de victime, etc., qu'elles ont d'office à mes yeux, hein, mais bien évidemment, voilà. Et il y a des personnes qui vont vraiment s'en défendre parce que c'est tellement mal vu, tellement mal perçu. Alors pas pour tous les... Enfin, ça dépend, hein. Quelqu'un qui a un accident de voiture, généralement, va pas trop galérer à dire qu'elle est victime d'un accident de voiture, des choses comme ça. Mais en tout cas, dans les agressions sexuelles, il y a vraiment ce mot victime qui pose problème parce qu'il y a des stéréotypes autour. Et donc, ça va être aussi travailler sur les croyances avec les victimes, aussi de comment elles perçoivent la chose, etc. Donc, ouais. Il y a pas mal de croyances aussi, de choses que j'entends du type on n'a pas voulu prendre ma plainte. Est-ce que c'est possible, ça ? Alors légalement, c'est pas possible. Maintenant, ça arrive toujours. Ça tend à arriver moins, parce qu'on progresse quand même un peu. C'est bien de rappeler le positif. Donc le refus de dépôt de plainte, il y en a moins qu'avant. Mais ça existe encore. J'ai des échos de femmes qui ont témoigné. Souvent aussi, c'est parce que, encore une fois, n'importe quelle plainte doit être prise. Hein. Donc, ce que je voulais juste te dire, c'est que quand on se présente seul au commissariat ou à la gendarmerie, forcément, on est moins bien informé de ses droits. Et comme il n'y a pas d'information de dire vous avez le droit d'être accompagné, ça, ils ne la donnent pas très souvent, cette information-là. On ne sait pas.
Et donc, quand il y a un policier qui dit non, ça vous peut pas déposer plainte pour ça, et qu'on est seul, on pense qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc, il y a un mauvais accès au droit là-dessus. Okay. Et en fait, on devrait systématiquement, au-delà du fait de prendre la plainte, on devrait systématiquement rappeler que oui, vous avez le droit d'être accompagné, et on devrait même proposer une prise en charge par l'État. Et après, il y a de la dissuasion passive, je dirais, des remarques en fait qui peuvent être faites au niveau de l'accueil, qui vont en fait dissuader la personne de continuer, de type une femme qui a déposé plainte pour viol et puis donc elle le dit au comptoir et le policier lui répond, c'est-à-dire c'est vraiment arrivé, une femme dont je m'occupe désormais de l'affaire, ça forcément elle me dit, au moment où on m'a dit ça, je me suis dit mais en fait est-ce que du coup c'était vraiment ça, est-ce que je dois rester pour déposer plainte? Donc ça il n'a pas dit non, je n'apprends pas votre plainte, mais il lui a posé une question. Oui, bien sûr. Et voilà. Problème de formation, mauvaise foi aussi potentielle, parce que peut-être aussi que c'est conscientisé, hein, tout ne relève pas forcément de l'inconscient, bien sûr. Donc bon, on avance, mais on avance trop doucement par rapport aux besoins. Et je crois qu'en fait, comme c'est un problème de société, et que c'est aussi un problème qui vient du fait que notre système judiciaire, il l'a longtemps légitimé, cette violence. On se bat avec une machine judiciaire qui, à la base, servait contre nous, en fait, puisque ça fait pas si longtemps que ça que, par exemple, la notion de viol conjugal, elle est reconnue dans la loi. J'étais en train d'y penser quand tu disais ça. Ouais. 1980, et puis la première mise en accusation validée par la Cour de cassation, c'était 90. Pour lutter contre tout ça, je crois aussi que si on rêve, ce serait d'avoir de la sensibilisation à l'égalité à tous les niveaux d'âge des petits. Aujourd'hui, les séances, on est censé en avoir 3 par an dans les établissements scolaires, mais elles ne sont pas tenues. Donc le planning familial a attaqué l'État d'ailleurs pour, je crois que c'était l'an dernier ou l'an d'avant, une procédure en cours. Début des années 2000, la loi qui dit que 3 séances par an, c'est obligatoire. Bon, j'étais encore au lycée à l'époque. Ouais, je suis pas sûr non. Ouais, moi j'ai pas le souvenir. J'ai pas le souvenir de ça. Année 2000 Ouais, je crois que c'est peut-être. Ah oui, non, c'est sûr que non, j'ai pas eu. Je sais plus l'année exacte, mais par exemple, j'ai passé le bac en 2006, je sais que la loi était passée et je sais que j'ai eu aucune séance de sensibilisation sur moi, ça. si tu vas en 2000, j'avais 5 ans, donc je pense que. Donc j'ai encore fait quelques années dans le cursus scolaire donc, après. Pas eu ça, donc en gros, c'est des personnes qui viennent faire des interventions sur nos droits. Ça. Ah ouais, ça, normalement, t'avais 4 ans, toi. J'étais petit, voilà, mais j'ai pas vu. Donc j'ai eu ça. Bah voilà, et donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des dispositifs prévus qui déjà sont trop légers, parce que même 3 séances par an, c'est trop peu, et en plus ne sont pas mis en place. Et moi, je vois que ma fille de 5 ans, qui est en grande section dans une école publique, le discours sur l'égalité, mais enfin, non seulement il n'y en a pas, mais en plus de ça, c'est le contraire. Et là, je pense qu'on est sur des biens inconscients, parce que c'est de type, il n'y a aucun accompagnement sur les lectures, donc quand ils sortent des bouquins comme La Belle au bois dormant, c'est moi qui me suis retrouvée à faire. Mais bon, ça me dérange pas de le faire. Le boulot de lui expliquer que quand on dort, c'est pas OK de toucher quelqu'un. Et on m'a répondu à l'école que c'était aux parents de le faire et que l'école n'avait rien à voir là-dedans. Et littéralement, la directrice qui m'a dit ça. Et donc là, on se dit waouh. En fait, tu donnes. Tu devrais pouvoir compter sur des institutions publiques pour t'enseigner ce genre de choses. Oui, tout à fait. C'est l'école qui surtout que les citoyens de demain. Bah oui. Dans les cultes de la République, en plus, c'est le discours qu'on entend. L'école n'est pas là pour éduquer les enfants, t'as compris, mais genre, tu donnes quelque chose, donc il faut qu'il y ait de l'explication à côté. Avec. Que tous les parents n'ont pas eu cette info. En plus, c'est pour uniformiser l'accès sur les problématiques d'égalité. Et donc là, non, on m'a bien fait comprendre que mon opinion, elle était malvenue. Hein. Parce que je m'en étais ouverte sur une boucle de parents d'élèves de la classe sur WhatsApp et je me suis retrouvée convoquée par la directrice qui m'a appelée pour me dire qu'elle voulait me parler. Genre, je pense qu'il y a eu des screens ou je ne sais pas. Et là, c'était lunaire, mais vraiment lunaire. En plus, elle me parlait avec son doigt comme ça, son index. C'est une tradition de l'école maternelle, ça ne changera pas. Déjà, vous allez baisser votre index parce que je suis pas votre fille. Il y avait ça, puis il y avait aussi le fait que j'avais émis l'idée que quand on rentrait dans la classe, le fait de dire aux enfants, donc ma fille devait prendre son étiquette et la mettre dans la colonne fille, que peut-être ça les incitait à jouer séparément et que donc je ne voyais pas forcément l'utilité de faire ça. Je suis assez d'accord. Et donc psy, c'est quoi ton regard là-dessus d'ailleurs? Non, mais bien sûr. Attends, mais du coup, mais pourquoi?
Bah justement, elle m'a dit pareil, tradition d'école maternelle. J'ai dit, mais alors déjà, je pense pas que ce soit dans le programme. Et puis, je veux dire, c'est quoi l'intérêt? ça incite les enfants à jouer séparément. Ça fait 2 groupes séparés. Oui, c'est ça. Et elle me dit, mais non, mais votre fille, elle joue aussi au foot, il n'y a pas de problème. Je dis, écoutez, je veux dire, je suis pas la seule à le constater. Il y a d'autres parents d'élèves qui l'ont fait remonter. Les éducations genrées Voilà, tout ce qui vient constituent les inégalités. C'est ça, tout ce qui vient appuyer sur le genre, des choses comme ça, même si, comme tu disais, ça peut être fait sans penser à un mal, avec la société dans laquelle on vit et les représentations hommes-femmes qu'on a, sera forcément un biais. Donc plus on va réussir à effacer les genres et à élever des enfants comme des enfants, filles ou garçons mélangés, enfin voilà, on s'en fout, et moins il y aura de risques. Rassure-moi, c'est pas la colonne rose et la colonne bleue quand même. Alors honnêtement, je sais plus la couleur des étiquettes, mais on n'était pas forcément très loin. Et là, je me dis, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas une formation dispensée justement sur cette directrice-là qui dirige plusieurs classes, du coup. Je sais pas en fait si ça relève presque... peut-être qu'elle est dans l'idéologie. Parce que je veux dire, pour me dire qu'elle ne voit pas le problème, il y a quand même... Ouais. Là, je pense qu'il y a quand même des opinions réactionnaires derrière. C'est possible, avec l'idée que... Même avec une formation, peut-être que ça n'aurait pas suffi. Non, mais c'est possible aussi. Il y a beaucoup de formes de réaction face à ces changements de société, en fait, à ces prises de conscience, avec l'idée que c'est pas normal. En fait, on doit réinstaurer ces cases, ces machins comme ça. Alors que non, en fait, pour le développement de l'enfant, il n'y a aucun intérêt. Au contraire, ça même. Et puis ça nuit aux petits garçons aussi, parce qu'un petit garçon qui a envie, je sais pas, de jouer justement à des jeux qui, de façon sexiste, sont étiquetés jeux de filles, il va être moqué. Il y avait une amie qui me disait, mais un petit garçon qui vient dans l'école avec un sac à dos Reine des Neiges, tout le monde se moque de lui. Et je pense qu'elle a. C'est terrible, mais elle a raison. Je pense qu'elle a raison. Ah, oui. Mais de toute façon, il y a qu'à voir le rapport du Haut Conseil de l'égalité qui est sorti il y a pas longtemps. En fait, tu le lis, tu te dis bon on a, le patriarcat et le sexisme a de beaux jours devant lui, quoi. Je veux dire, on n'est pas sorti du sable, quoi. Une hausse des stéréotypes chez les jeunes, notamment de 18 à 24 ans. Ouais. Et comme tu disais, peut-être que c'est aussi lié au fait que quand on avance un petit peu, il y a un gros mouvement de réactionnaires, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, ça avait été théorisé par Suzanne Faludi, elle l'avait appelé le backlash. Cette idée que dès qu'on progresse un peu, il y a tout de suite un espèce de bloc massif qui n'est pas forcément la majorité finalement parfois, mais qui en tout cas est très présent dans le débat public, où on les entend beaucoup, quoi. Je pense notamment au coach de séduction complètement sexiste. Ah là là, quel enfer ce truc. Alors là, si vous voulez voir la concentration du sexisme, il faut aller là-dedans dans ces vidéos-là. C'est clair. Non, et puis la vérité, c'est que on donne de plus en plus de place médiatique à l'extrême droite aussi en ce moment, et que là, pour le coup, en termes de droits des femmes, des enfants, etc., c'est même pas à reculons là. Je veux dire, on se tire une balle dans le pied. Mais voilà, tu vois, en fait, nous, on t'a découverte sur de plateaux de BFM TV. Oui, c'est vrai que c'est comme ça. Avec Tiffaine, justement. Et Florence Mendes. Et on a adoré ton intervention. J'avais beaucoup aimé à la fin comment était l'homme qui était en face de toi, qui était un homme d'extrême droite, un homme politique d'extrême droite. Je crois que c'était le journaliste. C'est le nouveau rédac chef, je crois, de Valeurs Actuelles. En tout cas, il a un poste. En tout cas, à Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles, assez haut, mais je sais plus quel poste. C'était. En tout cas, il est parti très fâché. Oui, il était pas content. Mais bon, il était prêt à. Je veux dire, on a eu une belle démonstration de ce que ça pouvait être, quoi. C'est-à-dire que toi qui es avocate et qui est dans le milieu de la justice, il était presque en train de te dire que lui, il avait plus qui voyait plus de juges que toi, et que. Ça. Il était en train de nous expliquer que tout allait très bien et qu'il fallait donc laisser la justice faire son travail. Voilà. Et donc je lui sors les chiffres et je lui explique, mais regardez, la justice ne fait pas son travail. C'est pas que moi qui le dis dans mes dossiers à titre individuel, où il pourrait dire non mais c'est pas représentatif. C'est non seulement je vous dis c'est une expérience terrain, mais c'est aussi celle d'autres consoeurs, et puis c'est aussi celle qui ressort des rapports, et des rapports même de l'État. Là, je lui sors un rapport, je crois, de l'inspection générale de la justice de 2019. Et malgré tout ça, le gars continue à dire ah non, mais nous on a les procureurs au téléphone, tout va bien. Enfin, je veux dire, il a pas dit tout va bien, il a dit ils nous disent qu'ils prennent très au sérieux ces affaires. Et c'était lunaire parce que. Non, mais déjà, on a les procureurs au téléphone. Ah, d'accord. Bah oui, alors en fait, c'est vrai que les journalistes police-justice se renseignent sur les affaires, et donc ils ont les services du parquet au téléphone dans certains dossiers. Mais bon, d'abord, il y a le secret de l'instruction, donc je vois pas trop. Théoriquement, ils sont pas censés savoir tout.
bien au contraire. Puis ensuite, lui, dans sa position où il n'était pas du tout journaliste police-justice, très clairement, il appelle pas les parquets tous les jours, a priori. Oui. Donc oui, et puis j'ai trouvé aussi que la réaction de Tiffen et de Florence Mendez était super. Enfin, c'était pas du tout préparé. Hein. On s'est retrouvés, d'ailleurs, on savait même pas qu'on était toutes les trois programmées en même temps. Donc c'était vraiment spontané pour le coup. C'était super. Nous, on était devant la télé et on s'est dit c'est bien. Non, mais en fait, c'est ce genre de discours dont on a besoin aussi pour que ça bouge. Oui, Parce mais que... tu vois, genre sur un sujet comme ça, tu te demandais, mais qu'est-ce qui foutait là en fait? Enfin, il y a rien qui a été apporté il n'y avait pas de réflexion, genre c'était juste quelqu'un qui était là pour dire je suis pas d'accord, non, je suis pas d'accord. Grosso modo, tout ce qu'il a répété tout le temps, c'est laisser la justice faire son travail. Mais laissons la justice faire son travail. En fait, c'était pour dire, en gros, l'idée, il disait, le tribunal médiatique, on en a marre, parce que vous lynchez les gens sur les réseaux, etc., et sur les plateaux, mais en fait, la justice n'a encore condamné personne, donc attendons. Et ensuite, en général, les gens qui pensent comme lui disent, et si jamais ces personnes sont condamnées, eh bien, nous reconnaîtrons que vous avez raison. Et là, on leur dit, mais en fait, vu les statistiques de condamnation, ça n'arrive jamais. Ça sert à rien d'attendre que la justice fasse son travail. Il faut la changer, la justice. Oui, puis la justice sur les réseaux, ça fait plaisir à qui de faire la justice sur les réseaux? C'était notre passion. On se réveille le matin et on se dit, tiens, aujourd'hui... Et j'avais adoré du coup ta phrase d'ailleurs où tu disais la présomption d'innocence en tant qu'avocate, moi j'y crois et c'est hyper important, mais dans les tribunaux. Et j'avais trouvé ça hyper fort aussi pour des personnes qui peuvent être victimes de ce genre de choses. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut complètement distinguer le fait de dire je crois les victimes. Maintenant, effectivement, dans la procédure judiciaire, la présomption d'innocence, c'est important. Ça ne m'empêche pas de les croire à titre personnel. Et ensuite, quand on dit que la justice doit faire son travail, oui, mais du coup, il faut des moyens pour qu'elle le fasse. Et à présomption d'innocence, on devrait pouvoir mettre en face volonté réelle de chercher les preuves. Parce que si on ne cherche pas les preuves et qu'on n'a pas d'acte d'enquête, eh bien, en fait, c'est plus une présomption d'innocence qu'on a en face. Ou alors, c'est une présomption irréfragable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller contre. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais prouver que la victime disait vrai. Donc, on a un problème, avec la machine judiciaire. Puisque, certes, on peut pas, philosophiquement et juridiquement, ce serait une aberration de dire que on pourrait condamner tout le monde sur la place publique. Évidemment que ça ne doit pas arriver dans nos tribunaux. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas croire et bien accueillir les victimes. C'est-à-dire qu'on doit bien les accueillir et en fait croire que si elles viennent, c'est qu'elles ont quelque chose à dire. Et puis ensuite investiguer. En fait, on devrait dire, ne vous inquiétez pas, on va tout faire, on va tout mettre en œuvre pour mettre les moyens d'enquête nécessaires pour apporter des preuves objectives sur ce que vous nous dites. Parce que c'est le rôle de l'État. On devrait leur dire ça. On devrait leur dire, vous n'avez qu'à parler. Et en fonction de ce que vous nous dites, nous, on va mettre en œuvre les moyens d'enquête pour montrer que vous avez raison. Alors que là, c'est l'inverse qui se passe. C'est parler, mais alors surtout, venez vous-même avec vos preuves, parce que comptez pas sur nous pour les trouver. Quoi. Et ça, c'est terrible. Et on va prouver que vous n'avez pas raison. Voilà, en tout cas, on va tout faire pour que rien ne soit établi. Tu vois, Tiffen avait dit quelque chose une phrase qui m'avait marqué aussi à ce moment-là. Elle avait dit, mais vous privilégiez la liberté des hommes à la vie des femmes. C'est ce qui est fait dans les choix d'enquête. C'est-à-dire que du coup, si on ne met pas les moyens pour rapporter les preuves, forcément, elles ne vont pas être rapportées toutes seules. Et ce que je trouve aussi assez grave comme glissement dans le discours, c'est que j'ai entendu ces derniers temps que c'était à la victime de prouver qu'elle venait avec des preuves, en fait. Mais comme si c'était une règle juridique, alors que non, ce n'est pas le cas. Je rappellerai qu'en droit pénal, c'est à l'État de faire une enquête. C'est pas comme en droit civil quand, par exemple, je sais pas, on achète un objet sur Internet, le truc marche pas, effectivement, on doit saisir une juridiction et prouver qu'il marche pas. Mais c'est du droit civil. Quand c'est du droit pénal, c'est un droit en tant que citoyenne ou citoyen de bénéficier d'une enquête pour une infraction pénale. Donc, c'est faux de dire que c'est aux victimes de rapporter la preuve. C'est pas du tout ça, la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est juste dire chaque personne pas condamnée, du coup, est présumée innocente aux yeux de la loi, mais en revanche, chaque citoyen ou chaque citoyenne a le droit de bénéficier d'une enquête pour prouver que ce qu'il ou elle dit est vrai. Et ça, du coup, c'est pas fait. C'est dur de répondre à ça parce que c'est un système, tu vois. Tu sens que c'est compliqué quoi, pour répondre à la question qu'on se posait au départ de qu'est-ce qu'on peut attendre de la justice. En fait, moi, les premiers trucs que tu disais, je pensais pas que ces moyens d'enquête n'étaient pas mis en place. C'est pas normal. Tu pensais que c'était automatique. En fait, pour moi, il y avait un truc du style,
un truc un peu procédurier. un peu procédural, Ouais. du style, il y a ça, donc forcément, il va falloir aller chercher ça, donc là, on y Donc va. on fait le check, donc on y va, et puis voilà, et puis on a les délais, et on dépasse pas les délais, voilà quoi. Ouais, non, en fait, il y a pas de feuille de route si on caricature en illustrant. C'est-à-dire que après le dépôt de plainte, souvent la personne concernée rentre chez elle. Elle n'a pas d'indication sur les délais, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas si on reviendra vers elle ou ni dans quel délai. Parfois, elle reçoit même pas d'avis de classement, c'est-à-dire que des mois ou des années après, elle ne sait même pas si ça a été classé. Et c'est elle qui doit faire la démarche pour savoir. Donc, il n'y a pas d'accompagnement des victimes et aussi, voilà, il n'y a pas d'obligation à investiguer tous les dossiers. D'ailleurs, souvent, on entend dans les médias, oui, on attend de voir, s'agissant de l'opportunité des poursuites, ce qui est fait, ce qui est décidé. Donc, en fait, pour changer ça, il faudrait prendre une loi, en tout cas une norme, qui oblige les services de police et les parquets à faire ordonner en tout cas les investigations dans tous les dossiers. Sauf que je pense que si une ou un député ou parlementaire, sénateur, enfin voilà, propose ça demain, je pense qu'on a le syndicat de la magistrature dans la rue. Enfin, c'est des professions qui sont très difficiles à bouger. Et donc, si on propose cette loi et qu'on oblige à investiguer tous les dossiers, déjà, à juste titre, ils vont dire qu'il manque de moyens. Okay. C'est vrai. Oui, budget, humain, voilà. Mais aussi, c'est quand même rogner sur leur liberté parce que c'est l'appréciation souveraine en fait des parquets de décider ce qui est investigué ou pas. C'est ça que je savais pas. Mais ça, du coup, dans quel but, enfin, ça protège pas du coup je pense que c'est dans le but à la base de filtrer, c'est-à-dire ils ont une formation effectivement qui leur permet normalement, je veux dire, si elle n'était pas faite avec des biais qu'on a tous et toutes, de se dire ça, faut vraiment l'investiguer en urgence parce que etc. Et ça mérite pas d'être investigué parce qu'a priori c'est. Mais bon, ce choix-là pour moi il devrait pas exister. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait investiguer tout. Ah là, maintenant, on rêve parce qu'on n'a pas les budgets pour faire ça. Donc, je comprends aussi. C'est-à-dire que. Enfin, si demain toutes les victimes se mettent à porter plainte, par contre, c'est sûr qu'ils. Déjà là, avec les plaintes. Déjà qu'ils sont sous l'eau. Rien qu'avec les plaintes déposées, ils sont sous l'eau. Je me rappelle, je crois que c'était il y a 1 an, je parlais avec un policier qui avait l'air de bonne foi et impliqué dans les enquêtes qu'il avait en cours. Et il me montrait son placard et il me disait mais vous imaginez pas tout ce que j'ai dans ce placard et mes collègues c'est pareil et je manque de moyens donc je suis d'accord il faut investiguer mais comment je fais concrètement voilà lui tout seul sa journée elle est pas extensible. Non, mais bien sûr, plus de personnes et puis après il fait ce qu'il peut avec les moyens budgétaires. Il y a quand même très peu de dossiers où les téléphones sont saisis alors qu'on sait tous qu'on a nos vies dans nos téléphones. Il y a un dossier qui a été classé, une femme qui a déposé plainte pour viol. J'ai récupéré la copie du dossier après le classement pour contester le classement et quand je regarde ce qui a été fait dans l'enquête, je vois qu'il y a des captures d'écran qui ont été fournies par un des accusés mais qu'ils n'ont pas saisi le téléphone. Je veux dire, oui, d'accord, mais enfin, s'il saisit, je veux dire, s'il me donne les messages qu'il arrange et qu'il n'y a pas, voilà, alors qu'on voit quand même qu'il y avait des messages assez quand même étranges et tardifs, bref, et il n'y a pas eu de saisie des téléphones. Et bon, maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses sur les téléphones. Je me suis même retrouvée dans ce dossier à tenter de restaurer la mémoire du téléphone de la femme concernée en achetant moi-même un logiciel pour essayer de le faire, sachant que je suis bénévole dans le dossier. Et j'y suis pas arrivée parce que je suis pas informaticienne, et puis je suis pas. Mais bon, j'ai tenté quoi, parce qu'elle me disait, parce que un réflexe qui arrive souvent après une agression ou un viol, en tout cas que j'ai noté dans les dossiers, c'est que la personne concernée, la victime, va effacer les messages. Ouais. En fait, c'est tellement insoutenable de les avoir sur son téléphone que effacer de son téléphone, c'est un peu comme si c'était une tentative de l'effacer de sa tête, de sa vie. Bien sûr. Voilà. Et donc du coup, il y a des preuves qui disparaissent comme ça. Justement, si on est dans cette optique-là avec une personne qui se sent, pour qui ce serait bénéfique pour elle et qui se sent d'affronter sous ce système juridique, est-ce que tu aurais des conseils ? Alors malheureusement, mon conseil, ce serait je dis malheureusement parce que c'est pas à la victime de faire ça, mais ce serait de constituer son dossier. À l'heure où on parle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'ayant aucune confiance dans les enquêtes réalisées, le mieux, c'est d'avoir un maximum de preuves tout de suite. Donc, d'arriver avec un dossier, avec toutes les preuves déjà annexées, en tout cas celles qu'on a, donc les messages, éventuellement, toutes les traces qu'on peut retrouver, éventuellement des témoignages déjà. Ça me fait penser... Ah oui, j'avais fait dans un dossier, c'est-à-dire que j'avais été saisie par des amies militantes de menaces de mort, etc. Et donc, j'avais monté un énorme dossier. Alors, vraiment, le truc était plusieurs dizaines de pages.
Et puis on avait choisi de déposer plainte en envoyant tout ça au procureur, parce qu'on peut le faire, on n'est pas obligé de se déplacer en police ou en gendarmerie. Pas recommandé, on envoie. Et en fait, on se fait reconvoquer, bon ça c'est normal, pour une audition au poste. Mais en fait, le procureur, il avait même pas ouvert le dossier, il leur avait renvoyé le dossier, et ça c'est le policier qui me l'a dit. Hein. Il avait mon énorme dossier sur son bureau, et il me dit, bon bah faut refaire le dépôt de plainte. Je dis, bah non, ce que je vous ai envoyé, ça vaut le dépôt de plainte. Il me fait, oui, en théorie, mais vous savez, mettre en pratique, du coup, en fait, on refait une audition, ce sera comme un dépôt de plainte. Mais bon, d'accord. Mais vous avez quand même eu le temps de le regarder? Et là, il me dit, ah bah non, j'ai pas eu le temps de le regarder. Donc, il a fallu tout redéposer. Mais au moins, il y avait le dossier sur lequel s'appuyer. Comment? Donc, reconsigner tout le travail Reconsigner tout ce qui est dans le dossier en faisant des références. Et évidemment, pour les femmes concernées, c'est terrible parce que bien sûr, on doit va tout recommencer répéter. encore. Puis en plus, alors qu'il y avait tout, j'ai tout annoté avec les pièces tamponnées, les références, et j'étais là, mais en fait, ça, c'est marqué dans telle pièce. Oui, mais je dois quand même le marquer dans mon procès verbal. Je dis, bah, alors là, pour le coup, perte de temps. Il n'y a pas assez de temps, mais il y a du temps pour faire ce qu'on veut, visiblement. Donc bon, j'étais un peu, là, ça m'avait vraiment agacée. Enfin, ce dossier, c'était lunaire d'ailleurs. Parce qu'après, j'en ai parlé avec une des policières, et elle me dit, je suis pas trop dans les détails parce que sinon, le dossier est toujours en cours, mais en gros, elle m'a fait comprendre que c'était pas si grave et que donc effectivement il fallait prioriser et que là je dis mais oui mais concrètement vous attendez quoi, qu'elle se fasse tabasser du coup? Elle me dit bah oui, alors je suis d'accord avec vous, c'est pas normal, c'est malheureux à dire, mais j'ai pas d'autre choix parce que j'ai aussi plus grave. C'est chaud. Non mais c'est ça, c'est que c'est fatigant. non mais on en vient à cette idée-là qu'il faut qu'il y ait bah non, mais donc on va faire la justice sur les réseaux, tu vois ce que je veux dire. Enfin, en tout cas, le point, si on veut essayer d'être optimiste et de penser à comment améliorer les choses, oui, la mobilisation citoyenne, elle est essentielle pour obtenir, je pense, aussi des changements politiques en termes de budget. Le jour où on aura, c'est pas non plus impossible, mais espérons qu'un jour on ait la police et les parquets de vrais budgets et des budgets et des formations pour enquêter justement dans tous les dossiers. Et que donc, finalement, le tribunal médiatique n'existe plus, puisque ça n'a pas vocation à exister. Mais bon, on y est pas encore. Ça vient répondre à une problématique, en fait, tout simplement. En fait, c'est juste qu'il y a un manque. Donc forcément, qu'il se développe et il se déploie vers les réseaux. C'est un symptôme. C'est pour ça qu'on fait cet épisode, parce qu'il permet de donner encore plus de paroles et qui va être écouté, que le but c'est de diffuser autant que possible tout ça. Mais tu vois, dans un épisode comme ça, on a parlé de la justice, on a parlé de l'école, on a parlé de l'éducation, on a parlé de... Et en fait, bien sûr qu'il faut plus de moyens pour la justice, évidemment. Enfin, ça me paraît logique pour que les choses elles aillent dans ce sens. Mais en fait, quand tu prends le truc à la racine, quoi... Il faut éduquer au psychotrauma, il faut éduquer les enfants, il faut parler de ce que c'est une relation, de son consentement, de son corps. Et puis il faut aider les parents à tu vois, même avant que le bébé naisse, quoi, à expliquer c'est quoi le développement, comment l'enfant ça fonctionne, qu'est-ce qui rappelait que c'est pas ok d'avoir des éducations violentes, les éducations genrées, qu'est-ce que c'est, tu vois, enfin des trucs, même aider les parents, parce que je suis sûre qu'aujourd'hui il y a plein de parents qui ont connu et qui se posent pas plus de questions que ça, parce que voilà, tu vois, mais qui seraient ok et chaud pour faire différemment, mais juste en fait on sait pas, et si tu sais pas, t'as pas d'accompagnement à la parentalité. Les enseignants non plus d'ailleurs, finalement, pas, je veux dire, sur l'éducation, parce que la formation des enseignants, elle a beaucoup changé ces dernières années. J'avoue ne même plus trop savoir où ça en est. Mais est-ce qu'il y avait des centres? Après, il n'y avait plus de centres. Et là, j'ai pas mal d'amis qui me disaient, qui étaient en train de penser à des reconversions. Et notamment, certaines avaient vu... en gros, tu peux devenir professeur des écoles sans quasi aucune formation parce que tu as fait un bac plus 5 en, je sais pas, n'importe quoi, en sociaux, en psycho, en droit. Je crois, je veux pas m'avancer, mais d'après ce qu'elle me disait, elle pouvait avoir un contrat d'1 an assez rapidement comme ça, et hop, t'es balancé dans une classe. Oui. Et ça, c'est, t'as pas les outils, quoi, pour, t'es pas éducateur. Oui, non, mais voilà, le système de l'éducation nationale, les profs, tout ça, ils sont pareils, en fait, débordés. C'est-à-dire que même ceux qui arrivent avec la meilleure volonté du monde, ils arrivent dans un système où on leur donne pas les moyens, où les classes sont surchargées, en fait, c'est toujours les mêmes qui payent, ce sont les enfants, mais du coup... C'est sûr que c'est pas un métier facile, en plus, c'est pas rémunéré à la valeur du travail. De l'investissement qu'ils ont, Quand je pense, déjà, je vois quand j'organise, par exemple, je sais pas, un goûter avec les amis, les copains et copines de ma fille, et je me dis, mais comment là où la professeure fait pour te dire une journée avec 25 ou 30 élèves de 5 ans, ils font comme ils peuvent, en fait. Mais globalement... C'est beaucoup trop d'enfants pour une seule personne. C'est ça. Et globalement, c'est qu'aujourd'hui, on fait comme on peut avec ce qu'on a.
Et je pense que c'est pour ça que c'est important de continuer à militer, parce que la justice, pour moi, elle fonctionne et c'est le symptôme d'un système beaucoup plus grand qui est le patriarcat. Oui, en fait, c'est ça. Et voilà, donc là, ça fait état des lieux d'une branche qui permettrait de lutter activement contre les violences masculines, etc., mais qui est aussi un domaine qui est aux prises en fait d'un système et que du coup, qui dysfonctionne. Et voilà, donc je pense que oui, il faudrait que... Et d'ailleurs, vous disiez la dernière fois qu'en fac de psycho, vous n'aviez pas nécessairement eu de formation justement sur les traumas, etc. Et que c'était vous qui aviez ensuite complété en choisissant, mais que c'était pas en formation initiale les questions de violence faites aux femmes. Alors que c'est systémique. J'ai eu un cours sur le stress post-traumatique, mais il m'a fallu quelques années après le master pour vraiment pouvoir le prendre en charge. Mais moi, c'est encore pire que ça. Moi, j'ai fait un master de psychanalyse de base. Père mon âme, je m'en suis sortie, mais j'ai failli laisser ma peau. Et en fait, moi, c'est pire que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une prof en amphithéâtre devant centaines d'élèves qui nous explique que le fantasme de viol chez les femmes existe. Du coup, j'ai levé la main. Je lui ai dit, excusez-moi, madame, mais en fait, on ne peut pas fantasmer quelque chose qui n'est pas consenti, qui n'est pas désiré. Enfin, le principe du fantasme, c'est qu'on désire quelque chose. Donc, on ne peut pas désirer quelque chose qu'on ne consent pas. On peut fantasmer des rapports sexuels avec de la violence, on peut fantasmer des rapports sexuels, tout ça, et c'est très ok, il n'y a pas de souci, chacun sa sexualité. Mais par contre, on ne peut pas fantasmer, dire que les femmes ont un fantasme de viol, c'est très grave en fait, ça s'appelle la culture du viol. C'est un appel au, tu vois, crime. Donc, et ça, c'était une prof de psychanalyse dans un amphithéâtre avec une centaine de jeunes étudiants qui ensuite allaient être des potentiellement être psychologues. Et qui potentiellement seront peut-être experts. Oui, c'est ça. Qui se présenteront experts de la question. Donc en fait, dans la justice aussi. C'est-à-dire que même dans la profession des psychologues, en fait, on a encore du chemin à faire sur l'accompagnement des victimes parce que y a encore des croyances très graves et que si on suit la psychanalyse freudienne, etc., on parle quand même d'une théorie qui ramène l'enfant comme acteur qui a des pulsions sexuelles, où l'inceste est très admis, avec tout ce discours pédocriminel qu'on entend encore, qui consiste à dire non mais c'était une relation consentie, je pense notamment aux dernières affaires où on entend dire oui elle était amoureuse alors que la personne concernée a 14 ans, je pense à Judith Godrèche sur les dernières accusations. C'est horrible d'entendre des choses. Comment peut-on parler d'une relation consentie entre un homme de 40 et une adolescente de 14 ans? Ce même homme qui dit que c'est lui qui était sous emprise, MDR, bon bref. Ah oui, j'ai vu qu'il avait complètement... Alors ça, c'est typique de la défense des agresseurs, qu'on retrouve aussi d'ailleurs à la barre, c'est de dire non mais le pauvre, regardez comme il va mal, ça va lui briser sa carrière. Alors ça, que ce soit le tribunal médiatique ou le tribunal judiciaire, c'est toujours la même stratégie de défense. En fait, tu as brisé des vies en fait, donc en fait c'est la moindre des choses que tu ne puisses plus avoir une visibilité. Je considère que c'est la leur qui est brisée en fait. Bien sûr. Donc pouvons-nous compter Bertrand Cantat, si tu nous entends, carrière brisée, oui. Mais j'ai vu que sa campagne de financement avait levé des fonds. Elle a dépassé 200% de l'objectif de base. Voilà. Ça en dit beaucoup sur l'opinion publique par rapport à ces questions. Ça craint. Donc au-delà du fait qu'on n'est pas formé, moi j'ai même au-delà d'avoir été formée, j'ai même pas été. Il y a eu des propos qui étaient clairement des propos en lien avec la culture du viol. Et donc ça, c'était très grave. Si on vient conclure du coup sur cet épisode, on a dit des choses importantes. Je pense que si du coup vous êtes reconnus dans tout ça, pas de culpabilité en fait. En plus, à se dire est-ce qu'il faut que je porte plainte ou pas, en fait, c'est vraiment un cheminement personnel. Et ne perdons pas espoir. Voilà, vous pouvez rencontrer sur votre route des professionnels engagés et comme Violaine, qui peuvent permettre de faire inventer des choses. Et puis en fait l'état des lieux que tu dresses aussi ici et qui n'est pas que ton point de vue mais qui est aussi corroboré par des rapports montre qu'il y a un vrai regard qu'il faut porter sur ces questions-là et aller modifier et changer des systèmes qui sont oppressifs. Mais c'est vrai que parfois on est fatigué de le faire, mais le problème c'est que je pense qu'il faut maintenir effectivement cette mobilisation. Oui. Et d'un autre côté, parfois, c'est tellement épuisant quand on voit la montée des idées réactionnaires, du RN. On se dit, c'est vrai que parfois, on se sent très seul. C'est pour ça que ça fait du bien de se rencontrer aussi. C'est pour ça que tu vois, je suis super heureuse qu'on ait pu faire cet épisode-là, que les gens puissent t'entendre
Et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais oui, je pense qu'il faut rester soror entre nous et mobiliser. Et garder à l'esprit qu'en fait, on lutte contre un système qui fait du mal, en fait. Oui, qui fait du mal aussi, fait du mal. et de façon collatérale aux garçons aussi, notamment les petits garçons. Enfin, Oui, quand on est plus mal. Oui, clairement. Non, mais c'est clair. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à toi, Violaine. Et on se retrouve très très bientôt. N'hésitez pas à donner de la force à ce genre d'épisode. Merci Alice pour le montage de l'épisode aussi, comme toujours. Et belle journée. On se dit à mercredi prochain. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.